Et un milliardaire paraplégique est abandonné jusqu'à ce que la nourrice arrive avec son enfant et la révélation le frappe. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. La pluie martelait impitoyablement les vitres de l'hôtel de Crillon cette nuit-là de mars, transformant les rues élégantes du quartier Montmartre en rivières tumultueuses. À l'intérieur du restaurant sophistiqué, entre des tables décorées d'orchidées et de cristaux, réfléchissant la lumière dorée des lustres, Édouard Moreau restait seul dans son fauteuil roulant, observant la chaise vide devant lui avec un mélange de colère et d'humiliation qui brûlait dans sa poitrine comme un feu. À 46 ans, Édouard était l'un des hommes les plus puissants de Rhône-Alpes. Son empire dans le secteur minier avait commencé modestement à Saint-Étienne, ville natale de Paul Éluard, mais avait grandi pour devenir l'une des plus grandes entreprises de la région. Son apparence encore imposante, cheveux grisonnants parfaitement coiffés, costume sur mesure de la meilleure tailleur de la capitale et yeux verts argentés qui avaient un jour pu intimider n'importe quel adversaire dans les affaires, ne parvenait pas à cacher l'amertume qui s'était installée dans son âme au cours des 4 dernières années. Le fauteuil roulant de dernière génération, discret et élégant comme tout dans sa vie, était devenu à la fois sa prison et son trône. L'accident, il préférait ne pas penser aux détails de cette nuit terrible qui avait tout changé. Ce qui importait maintenant, c'était que Camille, le mannequin de 28 ans qui l'accompagnait depuis 6 mois, venait de se lever au milieu du dîner et avait déclaré, assez fort pour que d'autres tables entendent, « Édouard, je n'en peux plus de cette vie. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Désolé, mais ça ne fonctionne pas. » Les mots résonnaient dans son esprit alors. Ou qu'il restait là, trop fier pour partir, feignant de lire des emails sur son téléphone pour dissimuler l'humiliation. Les serveurs circulaient discrètement, évitant son regard, et il pouvait sentir les murmures et les regards curieux des autres clients. Édouard Moreau, le magnate, qui avait un jour été en couverture du magazine Challenge, était maintenant l'objet de pitié et de commérage. C'est à ce moment de profonde amertume qu'elle entra. La porte du restaurant s'ouvrit avec le bruit de la pluie, envahissant momentanément l'environnement climatisé, et une jeune femme apparut, portant une petite fille d'environ 5 ans dans ses bras. Toutes, 2 étaient trempées, les cheveux collés au visage, des vêtements simples mais propres collés au corps par l'eau de la tempête. La femme regarda autour d'elle avec un évident embarras, réalisant clairement qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. « Excusez-moi », dit-elle au maître d'hôtel qui s'approchait avec un air désapprobateur. « Pouvons-nous nous abriter ici juste jusqu'à ce que la pluie passe ? Ma fille tremble de froid. » Sa voix portait l'accent doux de la Provence, mais il y avait en elle une dignité qui attira l'attention d'Édouard. La femme était belle, d'une manière naturelle et sans prétention. Peau bronzée, caressée par le soleil, yeux marrons profonds et expressifs, cheveux bouclés qui brillaient même mouillés. Elle ne portait pas de maquillage, ses ongles étaient propres mais sans vernis, et ses mains calleuses trahissaient des années de travail acharné. « Madame, c'est un restaurant privé », commença le maître d'hôtel d'un ton condescendant. « Nous ne pouvons pas... » « Laissez-les entrer. » La voix d'Édouard coupa l'air avec autorité. Tous se tournèrent vers lui, surpris. « Apportez des serviettes et un chocolat chaud pour la petite. » La femme regarda dans la direction de la voix et ses yeux rencontrèrent ceux d'Édouard. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, ni de curiosité intrusive sur sa condition. C'était quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne réussit pas à identifier immédiatement. « Merci », dit-elle simplement. « Mais nous ne voulons pas déranger. Nous avons juste besoin... » « Ce n'est pas un dérangement. » Édouard l'interrompit, manœuvrant son fauteuil plus près. « J'insiste. Comment vous appelez-vous ?»« Maria, » répondit-elle encore hésitante. « Maria des Santos. Et voici ma fille, Juliette. » La petite, qui était restée silencieuse jusqu'alors, leva la tête de l'épaule de sa mère et regarda directement Édouard avec cette curiosité désarmante que seuls les enfants possèdent. « Pourquoi êtes-vous assis dans cette chaise différente ?» demanda Juliette avec innocence.
Juliette! Maria réprimanda, clairement gênée. Désolée, elle ne... Tout va bien. Édouard se surprit à sourire pour la première fois depuis des semaines. C'est une question juste. J'utilise cette chaise parce que mes jambes ne fonctionnent plus comme les tiennes. Ça fait mal? Continua la petite, ignorant les efforts de sa mère pour la faire taire. Parfois, répondit Édouard honnêtement, mais on s'y habitue. Le maître d'hôtel apporta les serviettes et le chocolat chaud. Clairement intrigué par l'intérêt de son client le plus important pour ses inconnus. Maria sécha soigneusement sa fille d'abord, puis elle-même, refusant poliment l'invitation d'Édouard à s'asseoir à sa table. « Nous allons rester ici dans le hall, » dit-elle. « Nous ne voulons pas déranger votre dîner. »« Mon dîner est fini depuis longtemps, » répondit Édouard avec une ironie amère. « Et pour être honnête, vous êtes la meilleure compagnie que j'ai eue ce soir. » Pendant que Juliette buvait le chocolat chaud, faisant des grimaces drôles qui tiraient des rires contenus d'Édouard, Maria l'observait attentivement. Il y avait quelque chose dans cet homme, derrière ses vêtements chers et sa posture imposante, qui lui rappelait les hommes blessés qu'elle avait connus dans son enfance en Provence. Des hommes qui avaient perdu quelque chose de fondamental et essayaient de cacher la douleur derrière des masques de dureté. « Vous habitez ici, à Lyon ?» demanda Édouard, sincèrement intéressé. « Oui, à Villeurbanne, » répondit Maria. « Je travaille comme femme de ménage ici, dans la capitale. C'est très différent de là où j'ai grandi. » « Où avez-vous grandi ?»« Dans une petite ville du sud de la Provence. Un endroit que vous n'avez probablement jamais entendu parler, » dit-elle avec un sourire triste. « Je suis partie il y a 10 ans, cherchant une vie meilleure pour nous deux. » La conversation fut interrompue lorsque Juliette bâilla bruyamment, se blottissant dans les bras de sa mère. La pluie avait considérablement diminué, et Maria se leva, se préparant à partir. « Merci pour votre gentillesse, » dit-elle, tendant la main à Édouard. « C'était très aimable de votre part. » Édouard prit sa main, rugueuse, mais chaleureuse, et pendant un moment, il hésita à la lâcher. « Marie, » dit-il, s'étonnant de son propre courage, « je voudrais vous revoir. Peut-être pourrions-nous prendre un café un jour ?» Elle retira délicatement sa main, un rougeur montant sur ses joues. « Monsieur Édouard, vous êtes très gentil, mais nous venons de mondes très différents. Merci encore. » Et sur ces mots, elle sortit dans la nuit humide de Lyon, portant Louisa dans ses bras, laissant Édouard seul avec ses pensées et une étrange sensation dans la poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années et qu'il avait du mal à reconnaître comme de l'espoir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit orageuse, mais Édouard ne parvenait pas à sortir Marie et Louisa de ses pensées. Lors des réunions exécutives, dans son bureau, au 38e étage de l'hôtel de Crillon, au cœur du quartier d'affaires de Lyon, il se surprenait à regarder par la fenêtre panoramique, offrant une vue privilégiée sur les monts du Lyonnais, imaginant où elle se trouvait à ce moment-là. Sa routine restait immuable. Il se levait à 5h30 du matin dans sa villa adaptée à la Croix-Rousse, l'un des quartiers les plus huppés de la capitale, où il vivait seul depuis 4 ans. La maison, conçue par un architecte renommé de la région, avait été entièrement rénovée après l'accident pour s'adapter à sa nouvelle réalité. Des rampes avaient remplacé les escaliers, l'ascenseur privé reliait les 3 étages et la salle de bain de la suite principale ressemblait à une salle d'opération équipée de tous les dispositifs d'accessibilité que l'argent pouvait acheter. Mais rien de tout cela ne comblait le vide qui grandissait en lui chaque jour. « Monsieur Édouard !» La voix de Carmen, sa secrétaire depuis 15 ans, interrompit ses rêveries. « Monsieur Rodrigo Almeida est ici pour la réunion de 10h. » Édouard serra les poings en entendant le nom de son associé. Rodrigo avait été son meilleur ami depuis l'adolescence à Saint-Étienne, témoin de mariage, parrain de baptême qui n'avait jamais eu lieu. Maintenant, il était aussi l'homme qui profitait le plus de sa condition actuelle, prenant progressivement plus de responsabilités et de pouvoir au sein de l'entreprise. « Faites-le entrer »,
répondit Édouard, se redressant sur sa chaise et adoptant la posture froide qu'il avait adoptée dans les affaires. Rodrigo entra avec son sourire calculé et une poignée de main trop ferme, comme il le faisait toujours depuis l'accident. Un excès de cordialité qui sonnait faux aux oreilles d'Édouard. « Eh bien, vieux ami, » dit Rodrigo, s'installant dans le fauteuil en cuir devant la table exécutive. « Comment te sens-tu? As-tu bien dormi ?»« Allons droit au but, » coupa Édouard. « Les rapports de production de la mine de Conceição do Mato Dentro ont montré une baisse de 12% au dernier trimestre. Je veux des explications. » Le sourire de Rodrigo vacilla pendant une fraction de seconde. « Édouard, tu sais que tu ne peux pas micro-gérer tout comme avant. Tu dois faire confiance à l'équipe, surtout à moi. Après tout, qui connaît ce business mieux que nous deux ?» Il y avait quelque chose dans le ton de Rodrigo qui irritait profondément Édouard. Une condescendance subtile, comme s'il parlait à un enfant. Comme si le fauteuil roulant avait également affecté sa capacité mentale. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans le modeste ensemble résidentiel du Barreiro, Marie commençait une nouvelle journée de travail double. À 5 heures du matin, elle laissait Louisa avec Madame Constance, la voisine retraitée qui s'occupait de quelques enfants de la région pour un tarif symbolique, et prenait 2 bus pour arriver au quartier de la Croix-Rousse, où elle travaillait chez la famille Dupont. La maison était un manoir de 3 étages, avec piscine, jardin impeccable et 5 chambres, où vivait docteur François Dupont, un célèbre chirurgien, plasticien, sa femme Élise, ancienne mannequin qui se consacrait désormais à la vie sociale, et leurs 2 adolescents qui traitaient Marie comme si elle était invisible. « Marie, as-tu vu mes boucles d'oreilles en perles ?» cria Élise depuis la suite principale, sans même la regarder. « Celle qui coûte plus que ton salaire de 3 mois ?» Marie avala l'humiliation à sec, comme elle le faisait tous les jours. « Je ne les ai pas vues, Madame Élise. Voulez-vous que je cherche ?»« Bien sûr que je veux. Et après avoir trouvé, je veux que tu enlèves cette tache du mur, du salon. Je ne sais pas comment tu fais pour laisser les choses devenir sales. » La tâche avait été faite par le fils cadet de la famille lors d'une fête le week-end précédent. Mais Marie savait qu'il ne servait à rien d'expliquer. Elle avait appris depuis longtemps que, pour des personnes comme Élise, les employés domestiques étaient responsables de tous les problèmes de la maison. En cherchant les boucles d'oreilles qui étaient probablement perdues dans l'une des 5 sacs de marque éparpillés dans le placard, Marie pensait à Louisa. Sa fille commençait à poser des questions sur son père, sur pourquoi elle vivait dans un endroit si petit alors que les maisons où sa mère travaillait étaient si grandes. « Maman, pourquoi n'avons-nous pas une grande maison comme celle de tante Constance dont tu as parlé ?» avait demandé Louisa la veille au soir, pendant qu'elle prenait un bain dans la douche minuscule qu'elle partageait. « Parce que chaque personne a la vie que Dieu lui a donnée, ma fille, » répondit Marie, essayant de garder la voix ferme. « L'important n'est pas la taille de la maison, mais l'amour qu'il y a à l'intérieur. »« Alors notre maison est géante, » dit Louisa, en serrant sa mère dans ses bras, « parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. » Le souvenir de l'innocence de sa fille donna à Marie la force de continuer à chercher cette maudite boucle d'oreille. Elle avait un objectif clair, économiser suffisamment d'argent pour que Louisa puisse étudier dans une bonne école privée, et qui sait, aller à l'université un jour. Le rêve de retourner en Provence et d'ouvrir une école communautaire semblait de plus en plus lointain, mais elle ne renoncerait pas. C'est alors que ses mains trouvèrent quelque chose sous le lit du couple que son cœur s'emballa. La boucle d'oreille était là, mais avec elle se trouvait une boîte en velours bleu contenant une alliance féminine, différente de celle qu'Élise portait. Marie sentit un nœud dans son estomac. Elle connaissait bien les signes de la trahison. Elle avait grandi en voyant sa mère souffrir d'un père infidèle. Au même moment, à 15 kilomètres de là, Édouard terminait la physiothérapie quotidienne au luxueux centre de réhabilitation de l'hôpital de la Croix-Rousse. 2 heures par jour d'exercice qui lui redonnaient un peu de force dans les bras et le tronc, mais qui lui rappelaient aussi cruellement ce qu'il avait perdu pour toujours. « Vous progressez très bien, » dit Fernande, la physiothérapeute. « Vos muscles sont plus définis et votre résistance s'est améliorée de manière significative. »
Édouard hocha mécaniquement la tête. Fernande était compétente et professionnelle, mais il ressentait un manque qu'il ne pouvait pas définir. Quelque chose qu'il avait brièvement ressenti cette nuit-là sous la pluie à l'hôtel de Crillon, quand une étrangère et sa fille avaient discuté avec lui comme s'il n'était qu'un homme ordinaire, pas un objet de pitié ou d'intérêt financier. « Monsieur Édouard, dit Fernande avec hésitation, puis-je vous poser une question personnelle ? Allez-y. Avez-vous pensé à chercher une aide psychologique ? Parfois, lorsque nous traversons de grands changements, il est important de prendre soin de notre esprit, pas seulement de notre corps. » Édouard rit amèrement. « Fernande, je paie 5 psychologues différents. Il y en a un pour le traumatisme, un autre pour la dépression, un troisième spécialisé dans les personnes en situation de handicap. Mon agenda est rempli de professionnels qui veulent prendre soin de moi. Mais est-ce qu'ils vous aident ? Ils sont payés pour dire que oui. » Cet après-midi-là, alors qu'il rentrait chez lui dans le trafic dense de la Contournement, Édouard prit une décision impulsive. Il demanda au chauffeur de changer de route et de passer par le centre de Villeurbanne. Il n'avait pas de plan précis, juste un vague espoir de croiser Marie et Juliette par hasard. C'était une idée absurde, et il le savait. Villeurbanne était une ville de plus de 600 000 habitants. Quelle chance avait-il de les croiser errant dans la ville un mercredi après-midi ? Mais parfois, le destin conspirait de manière mystérieuse. Le feu de signalisation de l'avenue Jean-César de Oliveira restait obstinément rouge depuis presque 5 minutes, et Édouard tambourinait des doigts sur le côté de son fauteuil roulant, remettant en question sa propre santé mentale. Que diable faisait-il à Villeurbanne un mercredi après-midi, à la recherche d'une femme qu'il avait rencontrée seulement une fois? Il était sur le point de demander au chauffeur de faire demi-tour quand ses yeux captèrent une scène familière sur le trottoir. Juliette courait entre les tables d'un petit restaurant populaire, poursuivant un chat tigré, tandis que Marie finissait de nettoyer une des tables extérieures. Elle portait un tablier simple sur un haut bleu délavé, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pratique. Même de loin, en accomplissant une tâche si banale, il y avait quelque chose dans ses mouvements qui transmettait une dignité naturelle. « Docteur Moreau, dit Carlos, le chauffeur, vous connaissez ces personnes ? Arrêtez la voiture, ordonna Édouard, le cœur battant la chamade. Je vais descendre ici. Carlos regarda dans le rétroviseur inquiet. « Monsieur, êtes-vous sûr ? Ce n'est pas exactement le genre d'endroit que... » « Carlos, j'ai dit d'arrêter la voiture. » Le véhicule se gara devant le restaurant de Madame Martine, un établissement petit mais propre, avec des tables en plastique blanc et une enseigne peinte à la main annonçant « Cuisine maison et prix juste ». L'odeur de cassoulet et de poulet au gombo s'échappait par la porte ouverte, se mêlant au bruit typique de l'heure du déjeuner. Édouard manœuvra son fauteuil hors de la voiture adaptée, ignorant les regards curieux des passants. Il n'était pas habitué à être vu dans des endroits comme celui-ci, encore moins sans le bouclier protecteur de sa position sociale. Là, il n'était qu'un homme dans un fauteuil roulant, s'approchant hésitamment d'un restaurant populaire. Juliette fut la première à le voir. « Maman !» cria-t-elle, lâchant le chat et courant vers Marie. « C'est l'homme beau, avec le fauteuil différent. » Marie leva les yeux de la table qu'elle nettoyait et resta paralysée un instant. Édouard était là, incongru dans son costume impeccable et son fauteuil roulant qui coûtait plus que le revenu annuel de nombreuses familles, souriant timidement à Juliette. « Salut, Juliette !» dit Édouard, s'arrêtant à quelques mètres de distance. « Tu te souviens de moi ?»« Bien sûr que je me souviens. Tu es l'homme qui m'a donné du chocolat chaud, » répondit la fillette, s'approchant sans aucune gêne. « Ton fauteuil est très cool. Je peux m'asseoir dedans ?»« Juliette !» Marie se hâta de s'approcher, clairement embarrassée. « Désolé, monsieur Édouard, elle est très curieuse. »« Pas besoin de vous excuser, » dit Édouard, sincèrement amusé. « En fait, Juliette, mon fauteuil est seulement pour les personnes qui en ont besoin, mais je peux te montrer comment il fonctionne. » Il démontra comment le fauteuil répondait aux commandes, effectuant de petites manœuvres qui firent éclater de rire la fillette. Marie observait la scène avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Que faisait cet homme ici?
Comment avait-il trouvé l'endroit où elle travaillait? Monsieur Édouard, dit Marie lorsque la démonstration fut terminée, que faites-vous ici? Édouard sentit son visage chauffer. Comment expliquer qu'il avait quitté sa routine de rendez-vous important juste dans l'espoir de la croiser par hasard? Je passais par la région pour le travail et je vous ai vu, mentit-il, peu convaincant. J'ai pensé à m'arrêter pour vous saluer. Marie ne semblait pas croire à l'explication, mais elle ne poussa pas davantage. À ce moment-là, une femme robuste d'environ 60 ans sortit de la cuisine du restaurant, s'essuyant les mains sur son tablier. « Marie, ma chérie, qui est ton amie ?» demanda la femme avec un sourire chaleureux. « Madame Martine, voici Monsieur Édouard, » dit Marie. « Édouard, voici Madame Martine, la propriétaire du restaurant. Je travaille ici quelques après-midi quand je n'ai pas de maison à nettoyer. » Édouard tendit la main à Madame Martine, qui la serra avec une force surprenante. « Enchanté, mon fils. Marie est une fille en or, tu sais, travailleuse, honnête, et cette fille est un véritable bonbon. »« Je peux le voir, » répondit Édouard, regardant Marie qui avait baissé les yeux, clairement gênée par les compliments. « Tu ne veux pas déjeuner ?» continua Madame Martine. « Aujourd'hui, il y a un cassoulet qui est une merveille, et le poulet en sauce est à se lécher les doigts. » Édouard hésita. Cela faisait des années qu'il n'avait pas mangé dans un endroit comme celui-ci. Son régime était contrôlé par un nutritionniste particulier, ses repas servis dans de la porcelaine fine par des employés discrets. Mais quelque chose dans le regard plein d'espoir de Juliette et l'hospitalité sincère de Madame Martine. Martine l'a fait accepter. « Ce serait un plaisir, dit-il. » Madame Martine l'installa à une table dans un coin, en retirant une des chaises pour faire de la place pour son fauteuil roulant. Marie tenta de retourner à son travail, mais Édouard insista pour qu'elle s'asseye avec eux. « Marie, assieds-toi avec ton amie, » dit Madame Martine d'une voix autoritaire. « Juliette, veux-tu partager un plat avec ta mère ?» En attendant la nourriture, une conversation hésitante se développa entre Édouard et Marie. Il apprit qu'elle travaillait comme femme de ménage dans 3 maisons différentes, en plus d'aider au restaurant 2 après-midi par semaine. Marie, pour sa part, découvrit qu'Édouard avait grandi à Saint-Étienne, dans une famille de classe moyenne qui s'était progressivement enrichie grâce à l'industrie minière. « Ma grand-mère faisait un cassoulet qui était célèbre dans toute la ville, » dit Édouard, goûtant la première bouchée de la cuisine maison depuis des années. Elle disait que le secret était dans la saucisse artisanale et le chou coupé à la minute. « Comme ma grand-mère en Provence, » s'exclama Juliette. « Elle faisait des choses délicieuses, mais maman a dit qu'elle est allée vivre avec Jésus. » Un silence gêné tomba sur la table. Marie déglutit avant d'expliquer. « Ma grand-mère m'a élevée après que ma mère soit morte en couche. Elle est décédée il y a 3 ans, peu après notre arrivée dans le Rhône-Alpes. Je suis vraiment désolé, dit Édouard sincèrement. Ça a dû être très difficile pour vous. »« Oui, » répondit Marie simplement. « Mais la vie continue, n'est-ce pas? On apprend à avancer. » Il y avait une force silencieuse dans ces mots qui impressionna Édouard. Il pensa à sa propre tendance à se lamenter sur ses pertes, à l'amertume qu'il avait cultivée ces dernières années. Cette femme avait perdu sa mère, sa grand-mère avait été abandonnée par le père de sa fille et rejetée par sa famille, mais elle irradiait pourtant une dignité sereine qu'il enviait. « Maman, » dit Juliette soudainement, « est-ce que Monsieur Édouard peut venir dîner chez nous un jour? Je veux lui montrer mes dessins. » La gêne de Marie fut immédiate et visible. « Juliette, Monsieur Édouard a une vie très différente de la nôtre, » dit-elle doucement. « Il vit dans une grande maison, il a beaucoup de travail important. »« En fait, » interrompit Édouard, se surprenant lui-même, « j'adorerais voir tes dessins, Juliette. » Marie le regarda avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Monsieur Édouard, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit-elle à voix basse. « Notre appartement est très simple, et je ne veux pas que... » « Marie, » dit Édouard, posant sa main sur la sienne sur la table, « tu m'as offert le meilleur déjeuner.
que j'ai eue depuis des années. Il n'y a rien que je voudrais plus que de connaître où vous habitez. » La main de Marie était petite et calleuse sous la sienne, mais elle ne la retira pas immédiatement. Pendant un moment, leurs yeux se rencontrèrent, et Édouard y vit une vulnérabilité qu'elle essayait de cacher derrière sa dignité inébranlable. « D'accord, dit-elle finalement, mais c'est très différent de ce que vous êtes habitué. » Le quartier de la Croix-Rousse s'étendait en rangées de petits blocs d'appartements de 2 étages, peints dans des couleurs fanées par le soleil et la pluie de nombreux hivers rhône-alpins. Édouard observait par la fenêtre de la voiture adaptée pendant que Carlos naviguait dans les rues étroites, évitant les trous et les enfants qui jouaient dans la rue. C'était un monde complètement différent de celui qu'il connaissait, mais il y avait une vie vibrante là-bas, des vêtements colorés étendus aux fenêtres, de la musique country s'échappant d'un appartement, l'odeur de café et de pain sucré venant d'une boulangerie au coin de la rue. « Docteur Moreau, dit Carlos, hésitant, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Je peux vous attendre dans la voiture? » « Non, Carlos, tu peux. Rentrez chez toi. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. » Édouard avait insisté pour que Marie prenne Juliette avec eux dans la voiture après le déjeuner au restaurant de Madame Martine, et maintenant la petite sautillait joyeusement à côté de son fauteuil roulant, pointant différents détails du quartier. « Là, c'est chez Monsieur Joachim, qui répare des vélos, » expliquait Juliette. « Et dans ce bâtiment vert vit Madame Constance, qui s'occupe de moi quand maman travaille. Oh ! Et là, il y a une petite place où je joue. » La petite place était un petit espace, avec quelques bancs en béton cassés et un toboggan rouillé. Mais Juliette en parlait avec l'enthousiasme de quelqu'un décrivant un parc d'attractions. Édouard ressentait un mélange d'émotions conflictuelles, compassion, admiration et une étrange culpabilité de ne jamais avoir vraiment vu cette réalité auparavant. « C'est ici, » dit Marie, s'arrêtant devant un bâtiment de 2 étages, aux murs écaillés, mais propres. Appartement 204. Il n'y avait évidemment pas d'ascenseur. Édouard regarda l'escalier en béton menant au 2e étage et ressentit une vague de frustration familière. Encore une fois, son état se posait comme un obstacle insurmontable. « Marie, je ne peux pas, » commença-t-il. « Je sais, » dit-elle doucement. « Mais il y a une rampe à l'arrière. Elle est un peu raide, mais on peut monter. » La rampe avait été improvisée avec des planches de bois et était précocement raide. Mais Marie et quelques voisins qui étaient venus aider réussirent à élever le fauteuil jusqu'au 2e étage. Édouard se sentit profondément gêné d'avoir besoin d'aide, mais la façon naturelle dont les gens l'avaient traité dissipa progressivement son inconfort. « Voilà, » dit Marie, ouvrant une porte en bois peinte en bleu clair. « Bienvenue chez nous !» L'appartement était minuscule. Un salon qui servait aussi de chambre pour Juliette, une petite chambre, une cuisine américaine et une salle de bain. Mais il était impeccablement propre et organisé, avec des touches personnelles qui révélaient le soin de Marie. Des rideaux faits main, des plantes dans des pots de yaourt recyclés, des dessins de Juliette collés sur le vieux réfrigérateur, mais fonctionnel. « Assieds-toi ici dans le fauteuil, monsieur Édouard, » dit Juliette, tapotant le seul meuble rembourré de la pièce. « C'est l'endroit le plus confortable. » Édouard se transféra soigneusement du fauteuil au petit fauteuil usé, mais étonnamment confortable. Marie s'excusa pour préparer du café, et Juliette courut chercher ses dessins dans un dossier improvisé, fait de feuilles de carton. « Celui-ci est... Regarde !» dit-elle, montrant un dessin fait avec des crayons de couleur où une figure masculine souriait dans un fauteuil roulant élaboré, décoré de fleurs. « Et ça, c'est moi, et ça, c'est maman. Nous sommes dans un très beau parc. » Le dessin était touchant dans sa simplicité. Édouard n'apparaissait pas comme un homme handicapé, mais simplement comme une partie de la famille imaginaire que Juliette avait créée. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le papier. « C'est magnifique, Juliette, dit-il, la voix un peu rauque. Puis-je le garder ? Bien sûr, je ferai d'autres pour toi. » Marie revint de la cuisine avec un plateau improvisé, 3 tasses inégales, un sucrier en verre fêlé mais propre,
et une assiette de biscuits fait maison. « Désolé pour la simplicité, dit-elle, mais c'est ce que nous avons à offrir. »« Marie, dit Édouard fermement, s'il te plaît, arrête de t'excuser. Ce café est délicieux et je me sens plus le bienvenu ici que dans de nombreux endroits luxueux où j'ai été. » Et c'était vrai. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère de ce petit appartement, une paix, une authenticité qui contrastait drastiquement avec le vide élégant de son manoir à Saint-Étienne. Pendant qu'il prenait le café, Marie raconta davantage sur sa vie. Elle avait quitté la Provence enceinte de Juliette, après que le père de la fille, un jeune homme de la même ville, l'ait abandonnée en apprenant la grossesse. Sa famille, traditionnellement religieuse, n'avait pas accepté le fait qu'elle soit tombée enceinte hors mariage. « Ma grand-mère a été la seule à me défendre », raconta Marie, les yeux brillants de larmes contenues. « Elle a dit que peu importe ce que les autres pensaient, que je devais être forte pour ma fille. Elle m'a donné ses économies, 500 €, et m'a dit de suivre mon cœur. Maman est la plus courageuse du monde, déclara Juliette en serrant Marie dans ses bras. Elle travaille beaucoup pour prendre soin de moi. » Édouard observait l'interaction entre mère et fille avec un mélange d'admiration et de mélancolie. Quand a été la dernière fois que quelqu'un l'a embrassé avec une telle spontanéité? Quand a été la dernière fois qu'il s'est senti vraiment nécessaire dans la vie de quelqu'un d'autre? « Et vous, monsieur Édouard ?» demanda Marie. « Avez-vous de la famille ?» Édouard hésita. Comment expliquer que ses seuls parents vivants étaient des cousins éloignés intéressés uniquement par son héritage? Comment parler de la solitude qui le consumait dans sa maison luxueuse? « Non, dit-il simplement. Mes parents sont morts il y a quelques années et je ne me suis jamais marié. Je n'ai pas d'enfants. »« Pourquoi pas ?» demanda Juliette avec la franchise typique des enfants. « Juliette !» réprimanda Marie. Mais Édouard leva la main. « C'est bon, c'est une question juste. » Il regarda la petite fille avec sérieux. « Je pense que j'étais toujours trop occupé par le travail. Je pensais que j'avais le temps pour ces choses plus tard. »« Mais maintenant vous pouvez en avoir, » dit Juliette avec enthousiasme. « Tante Constance dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. » L'innocence de l'observation frappa Édouard comme un coup de poing dans le ventre. Une enfant de 5 ans venait de résumer toute la tragédie de son existence d'adulte. Le téléphone d'Édouard sonna, interrompant le moment. C'était Carmine, sa secrétaire. « Monsieur Édouard, Monsieur Romain vous cherche d'urgence. Il a dit qu'il a une réunion importante à 4 heures qui ne peut pas être reportée. » Édouard regarda sa montre. Il était déjà plus de 3h30. Dans sa vie d'avant l'accident, il n'aurait jamais perdu la notion du temps ainsi. Les affaires étaient toujours passées en premier. « Dites à Romain que je suis en route, » dit-il en raccrochant. « Vous devez y aller ?» demanda Marie, remarquant le changement dans son expression. « Je dois » répondit Édouard, mais pour la première fois depuis des années, cela ne lui apporta aucune satisfaction. « Mais j'aimerais beaucoup revenir ici, si vous le permettez. »« Bien sûr, » dit Juliette. « Vous pouvez venir dîner avec nous demain. Maman fait des pâtes qui sont délicieuses. » Édouard regarda Marie, qui rougit légèrement mais acquiesça. « Ce serait un honneur, » dit-il. Quand Charles arriva pour le chercher 20 minutes plus tard, Édouard se sentit étrangement réticent à partir. Juliette l'embrassa pour dire au revoir, une étreinte spontanée et affectueuse qui le laissa ému, et Marie l'accompagna jusqu'à la voiture. « Monsieur Édouard, » dit-elle quand ils furent seuls, « puis-je poser une question ?»« Bien sûr. »« Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici aujourd'hui? Et s'il vous plaît, ne me dites pas que c'était par hasard. » Édouard la regarda dans les yeux, voyant là une intelligence et une perception qui l'impressionnaient. « Parce que, » dit-il honnêtement, « dans toute ma vie, je n'ai jamais rencontré des gens qui me regardaient comme... Vous me regardez sans pitié, sans intérêt, sans jugement, juste comme un homme. » Marie resta silencieuse un moment, absorbant les mots. « Mais c'est ce que vous êtes, » dit-elle finalement. « Un homme, le fauteuil ne change rien. »
Alors que la voiture s'éloignait dans les rues du quartier de la Croix-Rousse, Édouard emportait avec lui non seulement le dessin de Juliette, mais une sensation qu'il avait oublié exister. La sensation d'appartenir à un endroit. La réunion avec Romain cet après-midi-là se révéla plus tendue que d'habitude, dans le bureau panoramique d'Édouard, avec vue sur les montagnes qui entouraient Saint-Étienne. Les deux hommes se faisaient face comme des gladiateurs dans une arène invisible. Romain avait apporté un dossier rempli de documents qui, selon lui, nécessitaient la signature urgente d'Édouard. « Regarde, vieux », dit Romain, étalant les papiers sur la table exécutive. Ce ne sont que des contrats de routine, des transferts de parts pour faciliter les opérations, une délégation de pouvoir pour que je puisse signer quelques accords mineurs en votre nom, rien de plus. Édouard feuilleta les documents avec une attention croissante. Son esprit, aiguisé par des décennies d'affaires, identifia rapidement les pièges cachés dans le langage juridique apparemment innocent. « Romain, dit Édouard lentement, cet accord mineur que tu veux signer implique la vente de 30% de la mine de Montagne de la Liberté à un consortium chinois. Depuis quand 200 millions d'euros est un accord mineur ?» Le sourire de Romain vacilla pendant une fraction de seconde. « Édouard, tu sais comment c'est. Après l'accident, tu as été distant des affaires. Je ne fais que essayant de maintenir l'entreprise en fonctionnement. Éloigné des affaires ?» La voix d'Édouard prit un ton dangereux. « Ou as-tu profité de ma condition pour prendre des décisions que je n'approuverai jamais ?»« Ne sois pas paranoïaque, » rétorqua Romain. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne correspondait pas à son ton décontracté. « Nous sommes partenaires depuis plus de 20 ans. Je ne ferai jamais quelque chose contre toi. » Édouard repoussa les documents vers Romain. « Je veux un audit complet de toutes les opérations des 2 dernières années, et je veux qu'il soit réalisé par une entreprise externe, pas par nos comptables habituels. » Le masque de Romain tomba enfin. « Tu as perdu confiance en moi à cause d'un fauteuil roulant ?» dit-il d'un ton venimeux. « Ou est-ce que cette nouvelle sensibilité a à voir avec tes nouvelles amitiés ? Que veux-tu dire par là ? Édouard, je sais pour ta petite aventure à Villeurbanne. Tu penses pouvoir sortir en jouant les philanthropes sans que je le sache ?» Édouard sentit son sang se glacer. Comment Romain savait-il pour Marie ? « Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu sais, une femme de ménage et une enfant. Très touchant, Édouard. Mais tu devrais faire attention à qui tu choisis pour tes œuvres de charité personnelle. » Il y avait une menace implicite dans ces mots qui fit serrer les poings d'Édouard. « Si tu t'approches d'elle, » commença-t-il. « Détends-toi, vieux ami, » dit Romain, reprenant son sourire. « Je pense juste que tu devrais te concentrer sur ce qui compte vraiment. Les affaires, notre partenariat, l'avenir de l'entreprise. » Après le départ de Romain, Édouard se retrouva seul dans son bureau, un mélange de colère et d'inquiétude fermentant dans son estomac. Pour la première fois depuis l'accident, il commença à remettre en question non seulement la loyauté de son associé, mais aussi les circonstances mystérieuses qui avaient conduit à sa condition actuelle. Pendant ce temps, dans le quartier de la Croix-Rousse, Marie affrontait ses propres démons. La famille Dupont était revenue d'un voyage à Miami, et Élise était particulièrement acide ce jour-là. « Marie, cette maison est un chaos !» vociféra Élise, examinant le buffet du salon avec un doigt à la recherche de poussière imaginaire. « 2 semaines d'absence et nous revenons pour trouver tout sale. » Marie prit une profonde respiration. Elle avait passé des heures supplémentaires à nettoyer la maison pendant l'absence de la famille, maintenant tout impeccable pour leur retour. « Madame Hélène, j'ai tout nettoyé hier. » « Ne viens pas me donner d'excuses, » coupa Élise. « Et autre chose, Ricardo m'a dit que tu parlais avec d'autres employeurs. Cela ne me plaît pas du tout. » Marie sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas parlé avec d'autres employeurs, mais savait qu'Élise était capable d'inventer n'importe quoi quand elle était de mauvaise humeur. « Je ne comprends pas, Madame Hélène. Ne fais pas l'innocente avec moi. »
dit Élise, s'approchant avec des yeux brillants de malice. Tu penses que je ne sais pas que tu te mêles de gens importants? Tu crois que tu peux utiliser ces connexions pour obtenir quelque chose de mieux? L'estomac de Marie se serra. D'une manière ou d'une autre, Élise avait découvert pour Édouard. Madame Hélène, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que tu sais, et je vais te donner un conseil. De femme à femme, la voix d'Élise devint basse et venimeuse. Les hommes riches aiment jouer avec des femmes comme toi. Ils vous font vous sentir spéciale, importante. Mais à la fin, ils retournent toujours dans leur propre monde, et vous vous retrouvez avec le cœur brisé et une réputation ruinée. Les mots d'Élise résonnèrent dans l'esprit de Marie pour le reste de la journée. Était-ce vrai? Édouard ne jouait-il qu'avec elle, ressentant de la pitié pour une femme pauvre? Avec une petite fille? Le doute planté par Élise grandit comme une mauvaise herbe, empoisonnant les pensées de Marie. Ce soir-là, dans le petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, Juliette était impatiente pour le dîner promis. « Maman, à quelle heure monsieur Édouard va-t-il arriver ?» demanda-t-elle pour la 10e fois, collant son nez à la fenêtre du salon. « Chérie, il se peut qu'il ne vienne pas, » dit Marie, essayant de préparer Juliette à une possible déception. Les gens importants comme lui ont beaucoup d'engagement. « Mais il a promis, » protesta Juliette, « et il a aimé mes dessins. » À 7h30, un coup à la porte fit accélérer le cœur de Marie. C'était Édouard, apportant un bouquet de fleurs simples mais belles et une poupée pour Juliette. « Désolé pour le retard, » dit-il. « Le trafic était terrible. » Juliette sauta au cou de lui avec joie, et Marie sentit son cœur fondre, malgré les mots venimeux d'Élise, résonnant encore dans son esprit. Le dîner fut simple, des pâtes avec une sauce tomate maison, du poulet effiloché et une salade de laitue, mais Édouard mangea avec un appétit qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Juliette bavarda pendant tout le repas, racontant des histoires de l'école et posant des questions sur l'entreprise d'Édouard. « Tu sors des pierres de la terre ?» demanda-t-elle, fascinée. « C'est exactement ça. Des pierres très spéciales qui sont utilisées pour fabriquer des voitures, des ordinateurs, même des bijoux. C'est génial. Tu peux me montrer les pierres un jour ?» Édouard regarda Marie, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie du repas. « Si ta mère le permet, bien sûr. »« Marie ?» dit Édouard quand Juliette alla se brosser les dents. « Tu vas bien? Tu as l'air préoccupée. » Marie hésita, les mots d'Élise, encore frais dans sa mémoire. « Monsieur Édouard, puis-je poser une question directe ?»« Toujours. Que voulez-vous de nous? Pourquoi faites-vous tout cela ?» La question le prit au dépourvu. « Comment ça? Un homme riche, puissant, vient dîner dans l'appartement d'une femme de ménage. Il apporte des cadeaux pour ma fille. Ce n'est pas normal, monsieur Édouard. Et je dois protéger Juliette. » Édouard comprit immédiatement. Quelqu'un avait semé des doutes dans l'esprit de Marie. « Marie, » dit-il calmement, « tu as tout à fait raison d'être prudente, mais je peux te dire sincèrement, je ne veux rien de vous deux, à part votre compagnie. En 30 ans de vie adulte, je n'ai jamais rencontré des personnes qui me fassent sentir humain. Vous m'avez rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Et qu'est-ce que ce serait? La capacité de ressentir de la joie pour des choses simples, la possibilité d'être vraiment utile dans la vie de quelqu'un. » Marie étudia son visage pendant un long moment, cherchant des signes de fausseur. « Quelqu'un t'a dit quelque chose aujourd'hui ?» demanda Édouard. Marie soupira. « Ma patronne, elle, a dit que des hommes comme vous ne jouent qu'avec des femmes comme... »« À moi !» Édouard ressentit une vague de colère parcourir son corps. « Et tu la crois ?»« Je ne sais pas en quoi croire, » admit Marie. « Ma vie a toujours été très simple. Travailler, prendre soin de Juliette, survivre, tout cela est nouveau pour moi. » Édouard prit une décision impulsive. « Marie, demain c'est samedi. Que dirais-tu de passer la journée chez moi avec Juliette ? Je veux que vous voyiez comment je vis réellement, que vous rencontriez les gens qui travaillent avec moi.
Ainsi, tu pourras te faire ta propre opinion sur qui je suis. » Marie le regarda avec surprise. « Chez vous ? Si tu es d'accord, Juliette peut nager dans la piscine, tu peux te détendre, et nous pourrons discuter sans pression, juste comme des amis. » Juliette apparut à la porte de la salle de bain en pyjama, ayant manifestement entendu une partie de la conversation. « On peut y aller, maman, s'il te plaît ?» Marie regarda sa fille, puis Édouard, pesant ses options. « D'accord, dit-elle finalement, mais avec une condition. » « Laquelle ? » « Si à un moment je pense que ce n'est pas bon pour Juliette, nous partirons, sans discussion. »« Entendu, dit Édouard, tendant la main. Tu as ma parole. » Lorsqu'ils se serrèrent la main, Marie sentit qu'elle faisait un pas vers un monde inconnu, un monde qui pourrait apporter bonheur ou destruction. Mais pour la première fois depuis des années, elle était prête à prendre le risque. Le samedi se leva clair à Lyon, avec ce ciel bleu transparent que seuls les habitants de la capitale du Rhône-Alpes connaissent bien. Marie se réveilla avant même le réveil, le ventre noué par le stress. Elle avait passé toute la nuit à se questionner sur sa décision d'accepter l'invitation d'Édouard. Quelle tenue porter pour visiter la maison d'un millionnaire ? Comment agir ? Comment empêcher Juliette de s'émerveiller trop devant un monde qui n'était pas le leur ? Elle choisit sa plus belle robe, un modèle simple bleu marine qu'elle avait acheté lors d'une liquidation 2 ans auparavant, et coiffa les cheveux de Juliette en 2 tresses ornées de rubans colorés. La petite était euphorique à l'idée de découvrir une vraie piscine. « Maman, tu crois que sa maison est grande comme un château ?» demanda Juliette pendant qu'elle prenait le petit déjeuner avec du pain et du beurre. « Je ne sais pas, ma fille, mais souviens-toi de ce dont nous avons parlé ? Nous ne demanderons rien, nous ne toucherons à rien sans permission, et si maman dit qu'il est temps de partir, je ne ferai pas de caprice, » compléta Juliette, répétant la conversation qu'elles avaient eue la veille. « Je te le promets. » À 10 heures précises, Charles arriva au complexe résidentiel au volant d'une voiture plus petite et moins voyante que d'habitude. Édouard avait demandé qu'il utilise la berline noire la plus discrète du garage. Pourtant, le véhicule luxueux attira l'attention des voisins qui se penchèrent aux fenêtres pour observer. Le trajet jusqu'à Montagne de la Liberté dura 40 minutes à travers la ville, qui changeait progressivement de visage à mesure qu'il montait vers le quartier huppé. Les maisons populaires du quartier de la Croix-Rousse laissèrent place aux immeubles du centre, puis aux quartiers de classe moyenne, jusqu'à ce qu'ils atteignent les manoirs avec de hauts portails et des jardins élaborés de la région la plus riche de Lyon. « Maman » chuchota Juliette en passant devant une maison particulièrement impressionnante, « les gens qui habitent ici doivent être très importants. » « Les gens importants ne sont pas nécessairement de bonnes personnes, » répondit Marie diplomatiquement. « Et les gens simples ne sont pas moins importants parce qu'ils vivent dans de petites maisons. » Lorsqu'ils arrivèrent au portail du manoir d'Édouard, Marie sentit son souffle lui échapper. La propriété s'étendait sur un immense terrain avec un jardin paysager où prédominaient des plantes indigènes de la région. La maison elle-même était une construction moderne de 2 étages avec de grandes fenêtres en verre et des lignes architecturales élégantes mais pas ostentatoires. Il y avait quelque chose de serein et accueillant dans cet endroit qui contredisait la froideur que Marie s'attendait à trouver. Édouard les attendait sur la terrasse, habillé de manière plus décontractée, une chemise polo bleu clair et un pantalon en coton. Son visage s'illumina en voyant Juliette sauter de la voiture avec un enthousiasme à peine contenu. « Bonjour à tous, » dit-il en s'approchant du fauteuil roulant. « Prêt pour une visite de la maison ?»« Ta maison est magnifique !» s'exclama Juliette. « C'est comme dans les films. » Édouard rit. « Merci, Juliette. Tu veux voir la piscine en premier ?»« Je veux !» Marie les suivit, observant tout avec un regard critique. La maison était luxueuse, oui, mais pas de manière vulgaire. Les meubles étaient élégants mais confortables, les couleurs douces et accueillantes. Il y avait des plantes partout, des tableaux qui semblaient avoir été choisis avec soin et non seulement pour la ostentation,
et une bibliothèque qui occupait tout un mur du salon principal. « Tu lis tous ces livres ?» demanda Marie, impressionnée par la quantité de volumes. « La plupart, » répondit Édouard. « J'ai toujours aimé lire. Surtout après l'accident, les livres sont devenus une compagnie. » Il y avait une mélancolie dans ces mots qui toucha Marie. Derrière toute cette richesse, elle voyait un homme profondément solitaire. L'espace de la piscine était vraiment impressionnant. Une piscine de forme irrégulière, entourée de pierres naturelles, avec une petite cascade et un jardin tropical. Juliette était émerveillée. « Je peux entrer dans l'eau, monsieur Édouard ?»« Bien sûr, j'ai apporté des maillots de bain pour toi. » Édouard avait pensé à tout. Pas seulement des maillots de bain pour Juliette, mais aussi pour Marie, un maillot discret et élégant qui était exactement à sa taille. L'attention portée aux détails l'impressionna et la rendit légèrement mal à l'aise en même temps. Pendant que Juliette jouait dans la piscine sous la supervision de Camille, la secrétaire d'Édouard, qui était venue spécialement pour aider avec l'enfant, Marie et Édouard s'assirent sur la terrasse couverte. « Camille est très gentille, » observa Marie, voyant comment la femme d'âge moyen jouait patiemment avec Juliette. « Elle travaille avec moi depuis 15 ans, c'est pratiquement de la famille, » dit Édouard. « Édouard, en fait, c'est elle qui m'a aidé à m'adapter après l'accident. »« Peux-tu me raconter ce qui s'est passé ?» demanda Marie gentiment. « Si ce n'est pas trop douloureux. » Édouard resta silencieux un moment, observant Juliette plonger avec le style maladroit d'une enfant de 5 ans. C'était il y a 4 ans. Je rentrais d'une réunion à Saint-Étienne, ma ville natale. Il était tard dans la nuit, il pleuvait beaucoup. Ma voiture a quitté la route dans un virage que je connaissais depuis l'enfance. Il marqua une pause, et Marie remarqua que ses mains se contractaient légèrement. Je suis resté inconscient pendant 3 semaines. Quand je me suis réveillé, les médecins m'ont dit que je ne marcherais jamais plus. « Ça a dû être terrible, » dit Marie. « Le pire n'était pas de perdre le mouvement de mes jambes, » dit Édouard, la regardant droit dans les yeux. « Le pire a été de découvrir combien de personnes ne se souciaient de moi que pour mon argent et mon pouvoir. Des amis ont disparu, des petites amies se sont enfuies. J'ai réalisé que ma vie entière avait été construite sur des relations superficielles. » Marie absorba ses paroles en silence. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, j'ai une entreprise à gérer, un fauteuil roulant à manœuvrer, et une solitude qui semblait éternelle. » Édouard marqua une pause. « Jusqu'à ce que je vous rencontre. » À ce moment-là, Madame Elisabeth, la gouvernante d'Édouard, apparut avec un plateau de jus naturel et de délicats sandwichs. C'était une dame d'environ 60 ans, avec des cheveux gris attachés en chignon et des yeux bienveillants. « Madame Elisabeth, » dit Édouard, « voici Marie dont je t'ai parlé, et cette sirène dans la piscine, c'est Juliette. » Madame Elisabeth sourit chaleureusement. « Enchantée, ma chère. Édouard ne parle que de toi depuis 1 semaine. » Marie rougit légèrement et Édouard fit semblant d'être offensé. « Elisabeth, tu exagères. »« Je ne le fais pas, » répliqua la gouvernante avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait Édouard depuis l'enfance. « Je ne l'ai pas vu aussi enthousiaste depuis des années. » Pendant le déjeuner, servi sur une table sur la terrasse avec vue sur le jardin, Marie commença à se détendre. La nourriture était délicieuse, mais sans prétention. Un poulet rôti aux herbes, du riz au safran et une salade colorée. Édouard avait clairement demandé que ce soit quelque chose de simple et accueillant. Juliette était fascinée par tout, surtout par les 2 chiens d'Édouard. Rex, un golden retriever doré comme le soleil, et Mel, un croisé qu'Édouard avait sauvé des rues des années auparavant. « Ils sont très bien dressés, » observa Marie, voyant comment les animaux interagissaient gentiment avec Juliette. « Rex, je l'ai acheté chiot, » expliqua Édouard. « Mais Mel, je l'ai trouvée blessée sous la pluie, il y a 3 ans. Elle était presque morte. Comme moi et maman ce jour-là au restaurant, » s'exclama Juliette.
Édouard et Marie échangèrent un regard, réalisant tous deux l'analogie inattendue que l'enfant avait faite. Après le déjeuner, Édouard les emmena voir son atelier personnel, un espace au rez-de-chaussée de la maison où il travaillait sur des projets manuels. Il y avait un établi adapté à son fauteuil roulant, des outils organisés et plusieurs pièces de bois à différents stades d'élaboration. « Tu fais tout ça ?» demanda Marie, admirant une boîte à bijoux magnifiquement sculptée. « J'ai commencé après l'accident. La physiothérapie pour les mains et la thérapie pour l'âme, dit Édouard. C'est l'une des rares choses qui me procurent encore un vrai plaisir. »« C'est magnifique, » dit Marie, passant ses doigts sur le bois poli. « Ma grand-mère disait toujours que le travail des mains porte l'âme de celui qui le fait. » Édouard la regarda avec surprise. « Ta grand-mère était sage. » Elle l'était. Elle fabriquait des poupées en tissu à vendre au marché. Chacune était unique, chacune avait sa propre personnalité. « Tu en as encore une ?»« J'en ai une, » dit Marie, la voix chargée d'émotion. « La dernière qu'elle a faite avant de mourir. Je la garde pour Juliette quand elle sera plus grande. » Le moment fut interrompu par un cri de joie venant de la piscine. Juliette avait réussi à nager quelques mètres seule pour la première fois de sa vie. « Maman, monsieur Édouard, regardez, je sais nager !» Ils coururent voir, et Édouard se positionna au bord de la piscine, encourageant Juliette avec un enthousiasme sincère. Marie observait la scène avec le cœur serré. Il y avait tant d'amour et de soin dans cet homme. Comment Élise pouvait-elle être certaine de ses intentions? Dans l'après-midi, lorsque Juliette s'endormit dans un hamac sur la terrasse, Marie et Édouard se promenèrent dans le jardin. Il avait transféré à un fauteuil manuel plus léger pour pouvoir naviguer plus facilement sur les chemins de pierre. « Marie, » dit Édouard soudainement, « puis-je te poser une question personnelle ?»« Oui. Que rêves-tu pour l'avenir? Pour toi et pour Juliette ?» Marie réfléchit un moment. « Je veux qu'elle étudie, qu'elle ait des opportunités que je n'ai jamais eues. Je rêve de retourner en Provence un jour et d'ouvrir une école communautaire. Un endroit où des mères comme moi peuvent travailler avec dignité pendant que leurs enfants reçoivent une éducation de qualité. » « C'est un beau rêve, » dit Édouard sincèrement, « et très généreux. Et vous? Quel est votre rêve ?» Édouard arrêta son fauteuil et regarda les montagnes au loin. « Tu sais, Marie, avant l'accident, je pensais savoir ce que je voulais. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de succès. Maintenant, je veux juste être important pour quelqu'un. Je veux être nécessaire d'une manière qui n'implique pas mon compte en banque. »« Vous comptez, » dit Marie doucement. « Pour moi et pour Juliette, vous comptez. » Édouard se tourna pour la regarder, et pendant un moment, l'air entre eux sembla électrisé. Marie sentit son cœur s'accélérer, et pour la première fois, elle se permit d'admettre que ses sentiments pour Édouard allaient bien au-delà de la gratitude ou de l'amitié. Le moment fut brisé par un coup à la porte d'entrée. Charles apparut sur la terrasse avec une expression inquiète. « Monsieur Édouard, monsieur Romain est ici. Il a dit que c'était urgent. » Le sourire sur le visage d'Édouard disparut instantanément. « Dis-lui que je suis occupé. »« Je l'ai dit, monsieur. » Mais il a insisté. Il a dit qu'il avait des informations sur vos visites récentes. Édouard et Marie échangèrent un regard, comprenant tous deux immédiatement la menace implicite. « Que veut-il dire par là ?» murmura Marie. « Je vais le découvrir, » dit Édouard, la mâchoire tendue. « Marie, toi et Juliette restez ici. Ne le laissez pas s'approcher de vous. » Dans l'entrée de la maison, Marie ressentit un frisson parcourir son échine. Quel que soit le jeu auquel Romain jouait, elle et Juliette venaient de devenir des pions. Romain Dupont se tenait dans le salon principal du manoir, avec l'arrogance de quelqu'un qui se sentait en contrôle de la situation. Il portait un costume coûteux et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, examinant la décoration comme s'il évaluait la valeur de chaque pièce. Lorsqu'Édouard entra, manœuvrant sa chaise avec des mouvements précis mais clairement tendus, Romain se retourna avec une fausse cordialité. « Édouard, mon vieil ami, dit-il,
ouvrant les bras comme s'il allait donner une accolade. « Désolé de troubler ton samedi de repos, mais nous avons des affaires importantes à discuter. »« Romain, je t'ai bien fait comprendre hier que je ne veux pas discuter d'affaires aujourd'hui, » répondit Édouard, gardant ses distances. « Et quelles informations as-tu sur mes visites récentes ?» Le sourire de Romain s'élargit, révélant des dents parfaitement alignées qui rappelaient celles d'un prédateur. « Ah, Édouard, tu as toujours été naïf sur certaines choses. Tu penses pouvoir sortir et faire des œuvres de charité sans que cela ait des répercussions. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu sais. Marie des Santos, 29 ans, originaire de Saint-Étienne, travaille comme femme de ménage, vit dans le quartier de la Croix-Rousse, mère célibataire d'une petite fille de 5 ans. Romain récita les données comme s'il lisait un rapport. Impressionnant comment tu as pu obtenir des informations aussi détaillées sur elle en si peu de temps. Édouard sentit son sang se glacer. « Comment tu sais? Comment je sais ?» Romain rit. « Édouard, j'ai mes ressources, et tu as été très imprudent ces derniers temps. Un homme à ta position ne peut pas se permettre d'être impulsif. » À ce moment-là, Juliette apparut en courant par la porte du balcon, encore vêtue de son maillot de bain mouillé, suivie de Marie, qui essayait de la rattraper. « Monsieur Édouard, j'ai réussi à nager jusqu'à l'autre côté de la piscine toute seule !» cria la petite fille, s'arrêtant brusquement en voyant l'inconnu dans la pièce. Le silence qui suivit était tendu et chargé. Romain observa Marie et Juliette avec un regard évaluatif qui fit instinctivement tirer Marie, sa fille, vers elle. « Alors ce sont tes nouvelles amies, » dit Romain lentement. « Quelle coïncidence intéressante. » Romain, la voix d'Édouard avait un ton d'avertissement dangereux. « Je te suggère de partir maintenant. » « Oh, mais je viens juste d'arriver, et je suis si curieux de mieux connaître Madame Marie. » Romain s'approcha d'elle avec des pas calculés. « Dis-moi, ma chère, savais-tu que ton généreux ami Édouard a quelques squelettes dans le placard ?»« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » répondit Marie, levant le menton avec dignité malgré la peur évidente dans ses yeux. « Bien sûr que tu ne comprends pas. Mais peut-être devrais-tu savoir que l'accident qui a laissé notre cher Édouard dans un fauteuil roulant n'était pas exactement un accident. » Le monde sembla s'arrêter. Édouard devint livide, et Marie sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Édouard, la voix basse et dangereuse. « Eh bien, Édouard, tu as toujours soupçonné, n'est-ce pas ? Cette route que tu connaissais comme ta poche, la voiture qui a mystérieusement perdu le contrôle dans un simple virage, les freins qui ont échoué. Justement cette nuit-là, Romain savourait chaque mot comme un vin fin. Tu pensais vraiment que c'était juste un coup de malchance ? Toi ! La voix d'Édouard explosa avec une fureur que Marie n'avait jamais vue. Tu as fait ça avec moi ? Moi ? Romain feignit la surprise. Édouard, quelle terrible accusation. Je suis ton meilleur ami, ton associé loyal. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Parce que tu voulais le contrôle de l'entreprise, dit Édouard, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Parce que tu savais que je ne te donnerais jamais autant de pouvoir de mon plein gré. Prouve-le, dit simplement Romain. Prouve que ce n'était pas juste un malheureux accident. Prouve que j'avais quelque chose à voir avec ça. Marie tenait Juliette si fermement que la petite fille commença à bouger mal à l'aise. Elle ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais percevait la tension mortelle dans l'air. « Maman, » murmura Juliette, « je peux retourner à la piscine. »« Non, ma fille, nous partons maintenant. »« Oh, quel dommage !» dit Romain, reportant son attention sur Marie. Juste au moment où la conversation devenait intéressante. « Madame Marie, vous ne voudriez pas en savoir plus sur l'homme qui vous le courtise, sur les choses terribles qu'il est capable de faire lorsqu'il se sent trahi. »« Arrête ça, Romain, » ordonna Édouard. « Ou quoi? Tu vas me poursuivre en justice? Avec quelle preuve? Tu vas me frapper ?» Romain fit un geste moqueur
en direction du fauteuil roulant. « Ah, c'est vrai. Tu ne peux pas. » La cruauté de ces mots frappa Édouard comme des coups physiques. Marie vit l'homme qu'elle avait connu, fort, digne, protecteur, s'effondrer devant ses yeux. « Monsieur Romain, » dit Marie soudainement, sa voix coupant l'air comme une lame. « Je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes, mais je vois exactement ce que vous faites maintenant. Vous essayez de détruire un homme bon parce que vous êtes jaloux de lui. » Romain se tourna vers elle avec une surprise sincère. « Pardon ? Vous avez bien entendu. Je connais des hommes comme vous. J'ai eu un père comme ça, qui ne se sentait grand que lorsqu'il rabaissait les autres. La différence est que mon père avait au moins l'excuse d'être pauvre et sans éducation. Vous n'avez aucune excuse. » « Marie, » Édouard tenta de l'interrompre, « ne te mêle pas de ça. »« Non, Édouard, je dois dire, Isola. » Marie s'approcha de Romain et malgré la différence de classe sociale et de pouvoir économique, ce fut lui qui recula. « Vous pouvez avoir de l'argent, du pouvoir, de l'influence, mais je connais la différence entre un homme de bien et un homme sans caractère. Et vous, avec tout le respect que je vous dois, n'avez aucun caractère. » Le visage de Romain se tordit de colère. « Tu ne sais pas avec qui tu parles, espèce de... Fais attention !» La voix d'Édouard coupa comme de l'acier. « Fais très attention à ce que tu vas dire dans ma maison à une femme, qui est la mienne. » Invité. Romain respira profondément, clairement s'efforçant de reprendre le contrôle. « Très bien, » dit-il finalement. « Je vois que tu as fait ton choix, Édouard. J'espère que tu es prêt pour les conséquences. » « Quelles conséquences ? L'audit que tu désires tant ? Tu vas découvrir des choses très intéressantes sur des opérations qui ont été faites en ton nom pendant que tu étais indisposé après l'accident. Des opérations que tu as techniquement autorisées. » Édouard ressent une vague de panique. « Quelles opérations ? » ?»« Ah, plusieurs. Vente d'équipements à des prix inférieurs au marché à des entreprises qui, par coïncidence, appartiennent à des personnes proches de moi. Des contrats de services surfacturés. Des petites choses qui, individuellement, pourraient être expliquées comme des erreurs administratives. Mais ensemble, elles forment un schéma très intéressant. Tu as falsifié ma signature, dit Édouard, la réalisation le frappant comme un coup. Prouve-le, répète Romain. Et pendant que tu essaies de prouver cela, pense au scandale que cela va provoquer. Magnat de l'industrie impliqué dans un scandale de corruption. Imagine les gros titres, Édouard. Imagine ce que cela va faire à ta réputation, à ton entreprise, à tes nouvelles amies. Camille comprend immédiatement la menace. Romain n'attaquait pas seulement Édouard, il les utilisait, elle et Juliette, comme levier. « Laisse-les en dehors de ça, » dit Édouard. « Impossible, mon cher ami, elles sont déjà impliquées. Au moment où tu les as amenées dans ton monde, elles sont devenues partie du jeu. » À ce moment-là, Madame Elisabeth apparaît à la porte avec une expression inquiète. « Monsieur Édouard, désolé de vous interrompre, mais il y a 2 hommes à l'entrée disant qu'ils sont de la police nationale. » Le sourire de Romain s'élargit. « Quelle coïncidence, dit-il. Il semble que quelqu'un ait fait une dénonciation anonyme concernant des irrégularités dans votre entreprise. » Édouard sent le monde s'effondrer autour de lui. En quelques minutes, sa vie s'est transformée en cauchemar. Mais quand il regarde Camille et voit la détermination dans ses yeux, pas de peur, pas de désespoir, mais une force silencieuse et inébranlable. Il sait qu'il ne fera pas face à cette bataille seul. « Monsieur Édouard, » dit Camille calmement, « quoi qu'il arrive, nous serons à vos côtés. » Et à ce moment-là, face à la trahison de son meilleur ami et à la menace d'emprisonnement, Édouard comprend qu'il a trouvé quelque chose de plus précieux que tout, son empire. Il a trouvé quelqu'un qui croyait en lui quand le monde entier doutait. La bataille ne faisait que commencer. Les agents de la police nationale entrent dans le manoir avec l'efficacité froide de ceux qui ont déjà mené des centaines d'opérations similaires. Le commissaire Marc Ribert, un homme d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants et des yeux perçants, présente le mandat de perquisition avec la courtoisie professionnelle que la situation exigeait.
Monsieur Édouard Moreau, je dois vous informer qu'il y a une enquête en cours sur de possibles irrégularités financières dans votre entreprise. Nous avons une autorisation judiciaire pour saisir des documents, des ordinateurs et tout matériel qui pourrait être lié aux activités de l'industrie Moreau. Édouard reçoit le document avec des mains légèrement tremblantes, non pas de peur, mais de colère contenue. Romain reste dans la pièce, observant le déroulement des événements avec une satisfaction à peine dissimulée. « Puis-je examiner le mandat ?» demande Édouard, maintenant la voix ferme, malgré la tempête qui rugit en lui. « Bien sûr, vous avez tous les droits. » Pendant qu'Édouard lit le document, Camille garde Juliette près d'elle, essayant de protéger l'enfant de la tension qui plane dans l'air. La petite, confuse par tout ce mouvement, s'accroche à sa mère avec des yeux écarquillés. « Maman, » murmure Juliette, « Monsieur Édouard est en danger ?»« Non, ma fille, » répond Camille, bien qu'elle ne soit pas sûre de dire la vérité. Parfois, les adultes doivent résoudre des problèmes compliqués. « Commissaire Ribert, » dit Édouard après avoir examiné le mandat, « puis-je savoir qui a fait la dénonciation ?»« Monsieur Moreau, vous savez que les dénonciations anonymes sont protégées par la loi, mais je peux vous dire que les preuves présentées sont substantielles. » Édouard lance un regard chargé de haine à Romain, qui feint d'examiner un tableau, sur le mur avec un intérêt renouvelé. La perquisition dure 3 heures. Les agents sont méticuleux mais respectueux, saisissant des ordinateurs, des documents financiers et même quelques-uns des projets de menuiserie d'Édouard. Apparemment, tout élément pouvant contenir des informations pertinentes est sous suspicion. Pendant tout ce temps, Camille reste là, refusant les suggestions d'Édouard pour qu'elle et Juliette partent. « Nous n'allons pas vous abandonner maintenant, » dit-elle fermement quand il insiste pour la 3e fois. « Si vous êtes confrontés à des problèmes, nous les affrontons ensemble. » La loyauté inébranlable de Camille touche profondément Édouard, mais augmente aussi son inquiétude. Il sait que Romain n'hésiterait pas à utiliser n'importe quelle connexion pour lui nuire encore plus. Quand les agents partent enfin, emportant des caisses de documents et d'équipements électroniques, la maison devient étrangement silencieuse. Romain est parti avec eux, non sans avoir murmuré à Édouard « Ce n'est que le début, vieil ami. J'espère que tes nouvelles amies sont prêtes pour ce qui vient. » Cette nuit-là, Édouard insiste pour que Camille et Juliette restent dans le manoir. « C'est plus sûr ici, » argumente-t-il. « Romain est capable de n'importe quoi maintenant. » Camille hésite, mais l'inquiétude sincère dans les yeux d'Édouard la convainc. « Madame, Elisabeth prépare une des chambres d'amis, et Juliette est ravie du lit king size et de la salle de bain privative avec baignoire. »« C'est comme un hôtel de princesse !» s'exclame-t-elle, sautillant sur le lit moelleux. Après que Juliette se soit endormie, Édouard et Camille s'asseyent sur la véranda, le silence de la nuit des monts du Lyonnais contrastant drastiquement avec le chaos de la journée. « Édouard, » dit Camille doucement, « veux-tu me dire ce qui s'est vraiment passé? Tout le contexte ?» Édouard respire profondément, se préparant à ouvrir des blessures qu'il avait essayé de garder fermées pendant des années. « Romain et moi avons fondé l'entreprise ensemble il y a 20 ans. J'apportais les idées et le leadership, lui apportais les contacts politiques et l'habileté pour, disons, naviguer dans des eaux troubles. Au début, cela fonctionnait parfaitement. Et ensuite, l'entreprise a grandi, beaucoup, et Romain a commencé à vouloir plus de pouvoir, plus de part des bénéfices. Il suggérait des partenariats avec des entreprises douteuses, des contrats que je savais ne pas être nets. Chaque fois que je m'opposais, il soutenait que j'étais trop naïf pour les affaires. Moderne. Édouard posa, observant les lumières de la ville qui s'étendaient dans la vallée en contrebas. Dans les mois précédant l'accident, nos discussions devenaient de plus en plus tendues. J'avais découvert qu'il utilisait le nom de l'entreprise pour conclure des affaires que je n'avais jamais approuvées. Quand je l'ai confronté, il a dit qu'il facilitait simplement les opérations. Et tu allais le licencier. Pire que ça,
J'allais dénoncer les irrégularités. J'avais prévu une réunion avec des avocats spécialisés en conformité pour la semaine suivant l'accident. Camille comprit immédiatement les implications. « Et donc tu as eu l'accident. S'il s'agit bien d'un accident, dit Édouard amèrement. Maintenant, je suis sûr que ce n'était pas le cas. Romain savait exactement où je serais ce soir-là. Il connaissait mon itinéraire habituel. Et après l'accident, quand j'étais à l'hôpital en train de lutter pour ma vie, il a progressivement pris le contrôle de tout. Mais tu n'avais pas d'autres associés? D'autres cadres? J'en avais, mais Romain est très habile. Il a convaincu tout le monde qu'il protégeait simplement mes intérêts pendant que je me remettais. Et quand je suis finalement revenu, il avait déjà consolidé tant de pouvoir que contester ses décisions serait compliqué. Camille lui prit la main, un geste simple, qui transmit plus de soutien que 1000 mots. « Édouard, tu dois te battre. Tu ne peux pas le laisser détruire tout ce que tu as construit. » Camille, tu ne comprends pas. Romain est intelligent, très intelligent. Il a passé 4 ans à préparer ce piège. Les signatures falsifiées sont probablement parfaites. Les contrats frauduleux doivent avoir ma signature électronique. Ça va sembler que j'étais au courant de tout. Mais tu ne l'étais pas. Comment prouver cela? Camille resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Édouard, tu as dit que Romain a toujours été habile pour naviguer dans des eaux troubles. Cela signifie qu'il doit avoir des ennemis, des personnes qu'il a lésées au fil des ans. Probablement. Alors, nous devons trouver ces personnes. Si Romain est aussi sans scrupules qu'il en a l'air, il doit avoir laissé une traînée de victimes. » Édouard regarda Camille avec une admiration croissante. « Tu suggères qu'on enquête sur l'enquêteur ?»« Je suggère qu'on se batte, » répondit Camille avec détermination. « Tu m'as montré une vie que je n'aurais jamais imaginée possible. Maintenant, c'est à mon tour d'aider. » À ce moment-là, le téléphone d'Édouard sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Monsieur Moreau? Ici la journaliste Carla Santos de l'État de Rhône-Alpes. Souhaitez-vous commenter les accusations de corruption qui circulent sur votre entreprise ?» Édouard raccrocha immédiatement, mais le téléphone sonna à nouveau en quelques secondes. Un autre journaliste, et puis un autre. « Comment ont-ils eu mon numéro personnel ?» demanda Édouard en raccrochant. « Romain, » dit Camille simplement. « Il veut faire pression sur le public. » Elle avait raison. Le lendemain matin, le titre du principal journal de Rhône-Alpes était dévastateur. Magnate de l'industrie sous enquête pour corruption et blanchiment d'argent. L'article, clairement alimenté par des fuites stratégiques, décrivait de supposées irrégularités datant de plusieurs années, dépeignant Édouard comme le cerveau d'un schéma sophistiqué de détournement de fonds. Pire encore, il y avait une photo de Camille et Juliette sortant du manoir la veille, avec une légende insinuante. L'homme d'affaires, sous enquête, entretient une relation avec une employée de maison au milieu du scandale. « Ils vous ont photographié », dit Édouard, l'horreur et la culpabilité se mêlant dans sa voix. « Camille, je suis désolé. J'aurais dû prévoir cela. » Mais Camille ne montrait ni peur ni regret. Au contraire, il y avait une détermination féroce dans ses yeux. « Édouard, » dit-elle calmement, « connais-tu un détective privé de confiance ? » « Pourquoi ? Parce que nous allons découvrir la vérité sur Romain Dupont, et quand nous le découvrirons, il paiera pour tout ce qu'il a fait. » La femme qu'Édouard avait connue comme une femme de ménage humble s'était transformée devant ses yeux en une guerrière silencieuse, prête à affronter n'importe quel adversaire pour protéger ceux qu'elle aimait. Et à ce moment-là, Édouard sut que peu importe ce que Romain avait prévu, il avait complètement sous-estimé le pouvoir d'une femme déterminée à se battre pour la justice. La véritable bataille ne faisait que commencer. Les 3 semaines suivantes furent les plus difficiles de la vie d'Édouard, mais aussi celles qui révélèrent le plus la force extraordinaire de Camille. Alors que les médias continuaient à le massacrer quotidiennement et que les affaires de l'entreprise s'effondraient,
Elle était devenue son encre, organisant des réunions avec des avocats, recherchant des précédents juridiques et coordonnant l'enquête privée qu'ils avaient engagée. Le détective Charles Mendes était un ancien policier avec 20 ans d'expérience dans des affaires de corruption d'entreprise, un homme discret, d'âge moyen, capable de devenir invisible quand cela était nécessaire et ayant un réseau de contacts s'étendant sur tout le Rhône-Alpes. « Monsieur Édouard » dit Mendes lors d'une réunion matinale au cabinet d'avocats qu'Édouard avait engagé, « nous avons obtenu des informations intéressantes sur les activités de Monsieur Romain ces 5 dernières années. » Édouard, Camille et Dr François Dupont, l'avocat pénaliste le plus respecté de Lyon, se penchèrent en avant, attentifs. « Nous avons découvert que Romain entretient des relations d'affaires avec au moins 7 entreprises qui ont été enquêtées pour blanchiment d'argent au cours des 3 dernières années. Toutes ces entreprises ont engagé les services de l'industrie Moreau pendant la période où vous étiez en convalescence. »« C'est suffisant pour prouver mon innocence ?» demanda Édouard. « C'est un début, » répondit Dr Dupont. « Mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de preuves directes que ces contrats ont été conclus sans votre connaissance ou approbation. »« J'ai une idée, » dit Camille soudainement. Tous se tournèrent vers elle. « Édouard, tu as dit que Romain a toujours été très prudent pour ne pas laisser de traces. Mais les personnes très prudentes commettent parfois des erreurs par excès de confiance. À quoi penses-tu ? Si Romain a falsifié ta signature autant de fois, il doit avoir pratiqué, et les personnes vaniteuses comme lui ont tendance à garder des trophées de leurs exploits. » Mendes sourit avec admiration. « Vous suggérez qu'il pourrait avoir gardé des brouillons des signatures falsifiées ? Je suggère qu'il a gardé quelque chose, un enregistrement, une preuve de la manière dont il a été astucieux pour tromper tout le monde. Les hommes comme lui ont besoin de se sentir supérieurs. » Dr Dupont hocha la tête pensivement. « C'est une théorie intéressante. Mais comment prouverons-nous cela ? » « Nous devons entrer dans son bureau, » dit simplement Camille. « Cela serait une invasion de propriété, » protesta Dr Moreau. « Toute preuve obtenue de cette manière serait irrecevable. À moins qu'une personne ayant accès, autorisée, ne trouve ces preuves par hasard, » dit Camille avec un sourire énigmatique. Édouard la regarda avec une curiosité croissante. « Camille, que manigances-tu ? Te souviens-tu de Camille, ta secrétaire ? Elle a travaillé dans l'entreprise pendant 15 ans. Elle doit connaître chaque recoin de ce bâtiment. »« Camille a quitté l'entreprise la semaine dernière, » dit Édouard tristement. « Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter de voir ce qui m'arrivait. »« Exactement. Et je suis sûr qu'elle sait où Romain garde ses trophées personnels. » Ce soir-là, Édouard, Camille et Juliette se dirigèrent vers l'appartement de Camille à Villeurbanne. L'ancienne secrétaire les accueillit les larmes aux yeux. « Monsieur Édouard, je suis désolé pour tout cela. Je sais que vous êtes innocent. J'ai travaillé pour vous pendant 15 ans et je connais votre caractère. »« Camille, » dit Édouard, « nous avons besoin de ton aide. »« Tout ce que je peux faire. » Camille expliqua la théorie selon laquelle Romain gardait des preuves de ses activités. Camille écouta attentivement et progressivement son visage s'illumina. « Je sais exactement de quoi vous parlez, » dit-elle avec enthousiasme. « Monsieur Romain a un coffre personnel dans son bureau. J'ai toujours trouvé cela étrange, car l'entreprise a déjà un coffre principal. Mais il a insisté pour en avoir un à lui. Tu sais la combinaison ? » demanda Moreau. « Non, mais je sais où il a l'habitude d'écrire des mots de passe importants. Il a toujours été paranoïaque à propos de la sécurité numérique, mais ironiquement négligent avec les papiers physiques. » Un plan commença à se former. Camille avait encore accès au bâtiment. Son licenciement n'avait pas encore été traité officiellement. Elle pourrait entrer le week-end lorsque le bâtiment serait pratiquement vide et chercher des preuves dans le bureau de Romain. « Camille, » dit Dr Moreau prudemment, « tu comprends que c'est risqué ? Si tu es découverte… »« Docteur, » répondit Camille avec dignité,
Monsieur Édouard m'a traité comme une famille pendant 15 ans. Quand mon mari est mort, il a payé tous les frais des funérailles sans que je demande. Quand ma fille a eu besoin d'une opération, il a trouvé les meilleurs médecins. Je ferai n'importe quoi pour lui. Samedi soir, Camille exécuta l'opération avec la précision d'un agent secret. Elle entra dans le bâtiment en utilisant sa carte d'accès, monta jusqu'au 38e étage et se dirigea vers le bureau de Romain. Le coffre était là où elle s'en souvenait, derrière un tableau d'art moderne qu'Édouard avait toujours trouvé prétentieux. La combinaison était notée, comme Camille l'avait prévu, dans un agenda personnel que Romain gardait dans un tiroir verrouillé. Mais Camille savait où il gardait la clé. À l'intérieur du coffre, elle trouva un trésor de preuves, des brouillons de signatures falsifiées d'Édouard, des correspondances avec des entreprises suspectes et le plus incriminant de tous, un journal personnel où Romain détaillait ses plans avec l'arrogance de quelqu'un qui se croyait intouchable. Une entrée particulièrement révélatrice, datée de 2 semaines avant l'accident d'Édouard, disait « EM devient un problème. Sa conscience excessive va ruiner tout ce que nous avons construit. Peut-être est-il temps qu'il ait un accident, rien de fatal, bien sûr, juste quelque chose qui le rende plus malléable. » Une autre entrée, écrite quelques jours après l'accident. « Parfait. EM est hors d'usage pour une durée indéterminée. J'ai le champ libre pour mettre en œuvre nos plans. Les contacts chinois sont impatients de conclure l'affaire, et maintenant je peux signer en son nom sans interférence. » Camille photographia chaque document, chaque page du journal, chaque preuve qu'elle trouva. Quand elle eut terminé, elle avait réuni suffisamment de matériel non seulement pour blanchir le nom d'Édouard, mais aussi pour envoyer Romain en prison pour des décennies. Lundi matin, Dr Moreau remit tout le matériel à la police nationale, accompagné d'une pétition formelle demandant l'archivage de l'enquête contre Édouard et l'ouverture d'une enquête contre Romain. La réaction fut immédiate. En quelques heures, des mandats d'arrêt furent émis contre Romain et ses principaux complices. Mais lorsque les agents arrivèrent à l'appartement de luxe de Romain, dans le quartier de la Croix-Rousse, ils découvrirent qu'il avait fui pendant la nuit. « Quelqu'un l'a prévenu », dit le commissaire Ribeiro lors d'une réunion avec Édouard et ses avocats. « Il doit avoir des contacts dans le système. »« Vous allez le trouver ?» demanda Édouard. « Nous allons, des hommes comme lui ne peuvent pas rester cachés éternellement. Et maintenant, nous avons suffisamment de preuves pour le condamner même par contumace. » Ce soir-là, lorsqu'Édouard retourna à sa mansion après des jours au cabinet d'avocat, il trouva Camille dans le jardin, jouant avec Juliette dans la piscine. La scène domestique et paisible contrastait dramatiquement avec le chaos des jours précédents. « Comment te sens-tu » demanda Camille en s'approchant, soulagé, reconnaissant et surtout impressionné par toi. « Pourquoi ? Camille, tu as sauvé ma vie, pas seulement ma réputation ou mon entreprise, tu m'as sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement, répondit-elle en tenant sa main. Tu m'as montré que je peux rêver grand, que je peux être plus que je ne l'imaginais. Je n'ai fait que rendre l'appareil. » Ce soir-là, après que Juliette se fut endormie, Édouard et Camille se promenèrent dans le jardin sous un ciel étoilé typique des nuits lyonnaises. « Camille, dit Édouard soudainement, s'arrêtant près de la cascade de la piscine, puis-je te poser une question ? Toujours. Que se passe-t-il maintenant ? Entre nous, je veux dire. » Camille le regarda pendant un long moment, ses yeux réfléchissant la douce lumière du jardin. « Édouard, je suis tombée amoureuse de toi. Complètement. Irrévocablement. Mais je sais aussi que nous vivons dans des mondes très différents. Et si je te disais que je ne me soucie pas de ces différences, et si je te disais que je ne m'en soucie pas non plus ?» Édouard prit ses 2 mains, ses yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Camille, acceptes-tu de m'épouser ?» La question vint de manière si naturelle, si spontanée, qu'ils furent tous deux surpris. Mais quand les yeux de Camille se remplirent de larmes de bonheur, Édouard sut qu'il avait posé la question la plus importante de sa vie. « Oui,
murmura-t-elle. 1000 fois oui. Et là, dans le jardin de la mansion où tout avait commencé, 2 mondes devinrent enfin un seul. 18 mois plus tard, le centre éducatif Camille des... C'était un matin ensoleillé de printemps à Saint-Étienne, en Provence, où l'inauguration de l'école avait lieu. Le bâtiment moderne, mais respectant les traditions régionales, se dressait comme un symbole d'espoir, dans le même quartier où Camille avait grandi, orpheline et rejetée par sa famille. Édouard, maintenant âgé de 48 ans et visiblement plus heureux, observait depuis son fauteuil roulant, tandis que Camille coupait le ruban inaugural. Elle portait une robe bleu clair, une couleur qui était devenue sa marque de fabrique, et irradiait une confiance qui ne vient que de ceux qui ont trouvé leur véritable but dans la vie. « Maman est très belle », murmura Juliette, maintenant presque 7 ans, tenant la main d'Édouard. La petite avait grandi et était devenue plus maligne, mais gardait la douceur et la spontanéité qui avaient conquis Édouard dès leur première rencontre. « Ta mère a toujours été belle, répondit Édouard, mais aujourd'hui elle est radieuse. » La foule était composée d'un mélange fascinant de personnes, des habitants locaux, des autorités municipales, des entrepreneurs que Édouard avait convaincus de soutenir le projet, et même quelques journalistes nationaux intéressés par l'histoire de rédemption qui était devenue connue dans tout le pays. Lorsque Camille s'adressa au micro pour son discours inaugural, sa voix atteignit chaque coin de la place improvisée. « Mes amis, commença-t-elle, il y a 2 ans, j'étais juste une femme de ménage qui rêvait d'offrir une vie meilleure à ma fille. Aujourd'hui, je suis ici pour inaugurer une école qui va offrir une éducation de qualité à 300 enfants et un emploi digne pour 50 mères de notre communauté. » Des applaudissements résonnèrent dans la place, mais Camille leva la main, demandant le silence pour continuer. « Mais cette école n'existe pas seulement à cause de mon rêve, elle existe parce qu'un homme extraordinaire a cru qu'il était possible de transformer des rêves en réalité. Elle existe parce que des personnes généreuses ont donné de leur temps, de leurs ressources et de leur espoir. Et elle existe surtout parce que vous, habitants de cette communauté, avez embrassé l'idée que nos enfants méritent le meilleur avenir possible. » Édouard sentit les larmes lui monter aux yeux. Au cours des 18 derniers mois, depuis que Romain avait été arrêté et condamné à 20 ans pour corruption, falsification et tentative de meurtre, il avait découvert une satisfaction qu'il n'avait jamais éprouvée en construisant son empire commercial. L'école n'était qu'un des projets. Édouard avait créé une fondation qui avait déjà construit 3 crèches communautaires en Rhône-Alpes, un centre de formation professionnelle à Villeurbanne et finançait des bourses d'études pour 500 jeunes à faible revenu dans des universités à travers le pays. « Et maintenant, » continua Camille, « j'aimerais appeler ici mon mari, Édouard Moreau, l'initiateur et principal financeur de ce projet. » Le mariage avait eu lieu 6 mois auparavant, lors d'une cérémonie simple mais émouvante à la chapelle de la maison de montagne de la Liberté. Seule la famille proche et des amis intimes, Madame Elisabeth, Camille, Madame Martine du restaurant, quelques voisins du quartier de la Croix-Rousse qui étaient devenus une partie de la famille élargie qu'Édouard n'avait jamais eue. Édouard manœuvra son fauteuil jusqu'à la scène improvisée, et quand il prit le micro, sa voix était ferme mais chargée d'émotion. « Quand j'ai rencontré Camille et Juliette une nuit de pluie à Lyon, j'étais perdu, riche en argent, mais pauvre en but. Elles m'ont appris que la véritable richesse réside dans l'utilisation de ce que nous avons pour améliorer la vie des autres. » Il regarda Camille, qui souriait avec des larmes aux yeux. « Cette école représente bien plus que l'éducation. Elle représente la preuve que l'amour véritable ne connaît pas de barrière de classe sociale, que la générosité se multiplie lorsqu'elle est partagée, et que les rencontres les plus importantes de notre vie se produisent quand nous nous y attendons le moins. » Après la cérémonie, alors qu'il visitait les installations de l'école, salle de classe climatisée, bibliothèque, laboratoire informatique, terrain de sport et même un jardin communautaire, Édouard observait comment Camille interagissait naturellement avec chaque personne.
des enfants curieux aux personnes âgées qui étaient venues honorer l'événement. « As-tu déjà regretté quelque chose ?» demanda-t-elle lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans le bureau de direction qui serait occupé par une pédagogue locale hautement qualifiée que Camille avait personnellement sélectionnée. « De quoi ? D'avoir épousé moi, d'avoir quitté ton monde confortable pour affronter tout cela. » Édouard la tira plus près, l'embrassant doucement sur les lèvres. « Camille Moreau, dit-il, savourant le nom qu'elle avait adopté. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Et si tu n'étais pas dans le fauteuil roulant cette nuit-là, demanda-t-elle. Si tu n'étais qu'un autre homme d'affaires riche dînant avec un mannequin, alors probablement je serais passé à côté de vous sans vous voir. Le fauteuil m'a forcé à ralentir, à observer le monde d'une perspective différente. En un sens, l'accident m'a sauvé d'une vie vide. Cet après-midi-là, lors du vol de retour vers Lyon, Édouard avait acheté un avion adapté pour faciliter ses voyages. Juliette dormait sur les genoux de Camille, tandis qu'elles observaient le paysage provençal céder la place au relief montagneux du Rhône-Alpes. « Édouard, dit soudain Camille, j'ai une surprise pour toi. » « Quel genre de surprise ?» Camille sourit mystérieusement et sortit une enveloppe de son sac. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait le résultat d'un examen médical. Édouard lut une fois, puis une autre, avant de comprendre complètement ce qu'il voyait. « Camille, tu es enceinte de 3 mois, dit-elle, radieuse. Le médecin a dit que tout est parfait. » Édouard resta silencieux un long moment, absorbant la nouvelle, un enfant. À 48 ans, alors qu'il avait complètement abandonné l'idée d'avoir une famille, la vie lui offrait non seulement une épouse et une belle-fille qu'il aimait comme sa propre fille, mais aussi la perspective d'être père biologique. « Comment te sens-tu » demanda Camille, inquiète de son silence. « Complet » répondit-il enfin. « Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement complet. » Juliette se réveilla à ce moment-là, s'étirant somnolente. « On est déjà arrivé à la maison ?» demanda-t-elle. « Presque, ma fille, » répondit Édouard, et la naturelle avec lequel le mot « fille » sortit de ses lèvres surprit même lui. « Édouard, » dit Juliette soudain éveillée, « je peux te poser une question ?»« Toujours, Juliette. »« Peux-tu être mon père véritable, pas seulement de cœur ?» Édouard regarda Camille, qui hocha la tête avec des larmes dans les yeux. L'adoption officielle était en cours depuis des mois. « Juliette, » dit Édouard solennellement, « je suis déjà ton père véritable, dans toutes les manières qui comptent. »« C'est super !» s'exclama Juliette en l'enlaçant. « Parce que j'ai déjà dit à tout le monde à l'école que mon père est l'homme le plus cool du monde, même s'il se déplace dans un fauteuil spécial. » 6 mois plus tard, Édouard Gabriel Moreau naquit un matin d'automne à Lyon. Un bébé en bonne santé et robuste qui arriva au monde en criant avec force, comme s'il voulait annoncer que la famille était enfin complète. Camille, épuisée mais radieuse, tenait son fils dans ses bras, tandis qu'Édouard l'observait depuis le fauteuil à côté du lit de l'hôpital. Juliette, maintenant officiellement Juliette Moreau, tenait le petit doigt de son frère avec une révérence presque religieuse. « Il a tes yeux, » observa Camille. « Mais il aura la force de sa mère, » répondit Édouard, « et la douceur de sa sœur. » Madame Élisabeth, Camille et même Madame Martine étaient venues de Villeurbanne pour rencontrer le bébé. La chambre de l'hôpital ressemblait à une chaleureuse réunion de famille, pleine de rires, de larmes de joie et de projets pour l'avenir. « Monsieur Édouard, » dit Camille, maintenant directrice administrative de la fondation qui portait le nom de Camille, « que pensez-vous de commencer à planifier la prochaine école ?»« Où pensez-vous » demanda Édouard en berçant son fils dans ses bras. « Saint-Étienne, votre ville natale, ce serait un beau cercle, n'est-ce pas ?» Édouard regarda Camille, qui sourit en approuvant l'idée. « Parfait, dit-il, nous allons répandre des écoles dans toute la France si nécessaire. Et des crèches aussi, ajouta Camille, pour que plus de mères puissent travailler avec dignité. »
Et des centres de formation professionnelle, dit Juliette, répétant des mots qu'elle avait entendus les adultes utiliser. Édouard rit, impressionné par la maturité de sa fille de 7 ans. On dirait que nous avons une nouvelle génération de philanthropes qui grandit ici. Ce soir-là, dans la maison de montagne de la Liberté, qui était maintenant véritablement un foyer, Édouard s'assit sur le balcon en observant Lyon briller dans la vallée en contrebas. Camille allaitait Édouard Gabriel dans le salon, et Juliette dormait profondément dans sa chambre, entourée des jouets et des livres qui avaient remplacé la pénurie de son passé. 4 ans auparavant, au même endroit, il était un homme amer et solitaire, convaincu que sa vie avait pris fin avec le mouvement de ses jambes. Maintenant, il était mari, père, et avait trouvé un but qui allait bien au-delà du profit commercial. Son téléphone portable sonna, un message texte d'un numéro inconnu. « Monsieur Édouard, je suis Antoine, de la communauté de Ville-Royale à Marseille. J'ai entendu parler du travail de votre fondation. Pourriez-vous aider notre communauté aussi ? Nous avons 400 enfants qui ont besoin d'une école. » Édouard sourit. Une autre communauté, plus d'enfants qui pourraient avoir un avenir meilleur. Camille apparut sur le balcon avec le bébé dormant dans ses bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'asseyant sur le bras de son fauteuil. « Je pensais qu'il y a 4 ans, je pensais que ma vie était finie. En réalité, elle ne faisait que commencer. Et maintenant ? Maintenant, je sais que les meilleures rencontres de la vie se produisent lorsque 2 mondes différents se touchent et découvrent qu'au fond, ils n'ont toujours été qu'un. » Camille se pencha et l'embrassa doucement, tandis qu'Édouard Gabriel dormait paisiblement entre eux et que les lumières de Lyon scintillaient comme des étoiles dans la vallée. 3 générations d'amour, d'espoir et de rêves réalisés, prouvant que parfois les tempêtes les plus violentes de la vie existent seulement pour nous mener au port sûr que nous étions toujours destinés à trouver. Dans une ville qui respire tradition et modernité, entre des montagnes qui gardent des secrets et des cœurs qui gardent des rêves, 2 âmes que le destin avait séparées pendant des décennies se rencontrèrent enfin au moment exact où elles étaient prêtes à devenir une famille. Et ainsi, entre des ombres devenues lumière et des espoirs devenus réalité, commença non seulement une nouvelle vie, mais une nouvelle façon de vivre, où le véritable amour prouve que des miracles se produisent tous les jours, surtout quand on s'y attend le moins.